suis inspiré des travaux de Georges Lemaître, qui était un astrophysicien et prêtre, donc qui a toute sa vie suivi ces deux voies qui paraissent assez contradictoires. Ce qui m'a plu au début, en lisant un livre d'un astrophysicien américain qui relatait une sorte de coïncidence, d'histoire un peu étrange dans la science. Et donc j'étais assez frappé par l'histoire de cette personne. J'ai vérifié, mais ensuite j'ai vu que c'était quand même un vrai astrophysicien, un contemporain d'Einstein, qui a eu l'intuition en fait que l'univers avait peut-être une origine. Einstein pensait le contraire. Georges Lemaître pensait que l'univers avait une origine, que l'univers était en expansion. Et donc cela a donné plus tard le terme de Big Bang. Il s'est trompé dans sa résolution, c'est-à-dire lui, il imagine une sorte d'atome géant primitif. Donc ce n'est pas un atome primitif, mais en fait ces recherches ont permis de créer le modèle, en fait, qui est le modèle aujourd'hui du Big Bang, d'un commencement et d'un univers en expansion. Donc il y a peut-être eu d'autres Big Bang, c'est peut-être pas le premier, il y a peut-être eu des cycles comme ça de Big Bang. Donc en fait on arrive dans cette idée de cycle éternel, de quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui nous englobe et qu'on tente un peu de percevoir par collage presque. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire ici, une sorte de dialogue avec le lieu et on imagine le dessin. Ma vision personnelle, c'était une sorte de matière indéterminée qui passerait par plusieurs états. Une sorte d'état d'accélération, d'explosion, des états un peu de solidification, presque de stratification, où on a l'impression de voir une sorte de couches de temps, comme des couches géologiques, comme si ça devenait solide, palpable, alors que tout est immatériel. Et donc c'est cette idée de différents états que la matière peut prendre plusieurs états, comme si on zoomait à l'intérieur en fait, et qu'on voyait en accéléré une sorte de solidification, explosion, évaporation, quelque chose qui devient plus liquide. Donc c'est tous ces flux, un peu, toutes ces différentes temporalités du dessin. Ensuite, quand je dessine, j'ai très peu d'images. Je ne pense pas à des coulées de lave ou à des nuages galactiques. Je pense beaucoup en termes physiques. Comment suggérer une sorte de vitesse? Comment suggérer une stratification, une fossilisation? Comment le dessin va disparaître par endroits pour juste scintiller? Comment créer un scintillement? Comment avoir quelque chose de plus dense, qui paraît plus lourd? C'est une image du mouvement des planètes, du mouvement des galaxies. L'espace-temps paraît vide, mais en fait c'est une matière qu'on peut courber, qui peut devenir solide, molle par endroits, plus molle par d'autres, dure par endroits. Assez vite, dans mes premiers dessins, il y a eu la question de l'espace. Donc, je représentais des sortes de lieux dans lesquels se passaient des événements, des lieux avec des dysfonctionnements, des sortes de mini-installations dessinées dans des petits formats. Et assez vite, lors des premières expositions, j'ai eu envie de sortir de ce dessin sur papier, en prolongeant tout simplement les lignes sur le mur et à commencer à jouer justement sur l'espace. C'est ensuite quelque chose que j'ai plus ou moins poussé, développé. Là, c'est un peu le résultat de cette progression. C'est peut-être la fois où le dessin prend réellement tout l'espace, joue avec lui, se fabrique dans l'espace, tente de le transformer. J'essaie vraiment de pousser le dessin vers cette piste-là, assez vite, même si j'ai aussi tout un travail sur papier, avec d'autres questionnements. J'ai vraiment eu envie que le dessin puisse devenir comme une installation, qu'il ne soit pas juste cantonné à des papiers, à des carnets. Les premiers dessins étaient beaucoup plus figuratifs, étaient beaucoup plus liés aussi à l'écriture et à des formes de bande dessinée, on va dire. Je reprenais des codes de bande dessinée, notamment la ligne claire, donc un dessin qui n'exprimait rien, un dessin hyper neutre de la ligne claire, hérité des dessinateurs belges, avec lequel je mettais en scène justement des personnages, des situations, des événements plus ou moins absurdes. Je pense qu'il y avait une sorte d'envie de neutraliser un peu l'expression, que le sujet en fait soit le plus important, comme des scénarios visuels, des notes. Petit à petit, je me suis donné un peu plus de liberté selon les projets. Je me suis aussi autorisé à travailler avec d'autres outils, des brosses, à pousser le dessin aussi vers la peinture. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est que tout est dans le dessin et que le dessin, en fait, peut être au début d'un projet vidéo avec des storyboards, peut être lié à l'écriture, peut être lié à la peinture, à la fresque, à l'installation, etc. Pour ce projet-là, c'est assez loin donc, du dessin du début parce que j'ai beaucoup travaillé avec des sortes d'énormes pinceaux, des brosses, et c'était plus un travail de peinture, en fait. J'ai beaucoup peint avec la serpillière, mais qui en fait est juste un gros pinceau.
Le noir et blanc permet cette expressivité, permet aussi quelque chose d'essentiel dans mon travail, c'est de jouer avec le blanc, de jouer avec le vide, et de jouer avec des matières absentes, mais qui sont quand même présentes, qui constituent le dessin en fait. Le blanc constitue autant le dessin que le noir. Avec de la couleur, ce rapport-là marche moins. Je n'ai pas encore trouvé de solution pour que ce rapport-là fonctionne. Pour ce lieu, c'était évident que le noir et blanc était la solution par rapport au fait qu'il n'y a pas de couleur, architecture cistercienne, dépouillement, simplicité, type de radicalité même. Lorsque j'ai su que j'avais la grande nef, cet espace-là qu'on voit derrière nous, j'ai fait tout plein de croquis pour savoir en fait, comment j'allais agencer mon dessin. Je pensais faire des choses beaucoup plus contrastées au début. Il faut une sorte de volonté de jeu, en fait, de plaisir. Pour que ça fonctionne, il faut aussi oublier que c'est une exposition, oublier que le dessin va être définitif, qu'il n'y a pas de repentir. Et il faut une sorte de lâcher prise, il faut que ça devienne une sorte d'espace de jeu, d'espace d'expression. Et en même temps, en fait, dans ce jeu, tout va être hyper articulé, plus ou moins pensé et plus ou moins préparé. J'ai commencé à faire tout plein de croquis sur des carnets. Une idée est venue assez vite, cette idée de cercle un peu concentrique, de ne pas représenter le Big Bang comme une sorte d'explosion, ça aurait été évident. Et en plus, on aurait eu une sorte de centre. Mais j'aime bien cette idée de l'écho de l'onde, parce qu'une sorte de progression. Dans un écho, en fait, l'origine reste encore présente, même si elle disparaît. C'est une sorte d'ondulation, d'explosion douce, une sorte d'expansion. Et surtout, je trouvais que ça faisait écho aux lignes des voûtes d'ogive, qui sont aussi une manière de représenter une forme infinie par des jeux géométriques. Je voulais vraiment que le dessin soit pensé par rapport à ce lieu, que ce ne soit pas un dessin qu'on apporte. Donc je voulais vraiment qu'il y ait un dialogue en fait, entre le haut et le bas. L'implication du corps est hyper importante et ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mon travail, c'est qu'une exposition se parcourt aussi physiquement, se traverse et en fait c'est quelque chose aussi qui est très important pour moi, ce rapport physique à l'œuvre. Et donc là je suis assez content parce que c'est la première fois qu'il est peut-être aussi direct dans le sens qu'en fait on peut réellement marcher dessus et ça change tout le point de vue. Un certain type de science tente de répondre à des questions éternelles que nous, on s'est détourné, des questions sur le temps, qu'est-ce que l'infini, qu'est-ce que l'invisible, quelque chose qui n'existe pas, peut-il être réel, peut-il avoir une incidence sur ce qui existe, sur ce qu'on voit, est-ce que les deux peuvent cohabiter, comment figurer quelque chose qui ne se termine jamais, qui n'a pas de bord, est-ce qu'il y a plusieurs mondes parallèles, comment imaginer des mondes parallèles. Tous ces champs en fait, me permettent moi de rêver tout simplement, de me pousser à tenter de concevoir des choses qui sont très dures à concevoir. C'est un peu le principal attrait, une nouvelle manière d'essayer de voir. En fait. Yemen elleriyle Veysel